notre incapacité à anticiper et à répondre à ces problèmes. Et aussi l'absence de solutions adaptées à ces changements anticonstitutionnels. Parce qu'on a l'impression que, comme les anglophones le disent, one size fits all. Quand il y a un problème au Mali, quand il y a un problème au Gabon, quand il y a un problème au Tchad ou ailleurs, on a la même solution. On a le même remède pour toutes les solutions. Est-ce qu'on peut être un peu plus créatif, que ce forum nous aide aussi à avoir du recul, à se dire que oui, chaque situation est peut-être différente. Les pays, le Mali, le Niger, le Burkina font face à une situation sécuritaire extrêmement compliquée, extrêmement difficile, et où des pays ont perdu 40 à 50% de leur territoire face à l'insécurité. Mais qu'est-ce que ces organisations ont fait pendant ce temps? Le ministre, le général Toumba en a parlé ce matin. On n'a vu personne. La CEDEAO elle-même et même l'Union africaine, ils ont sous-traité cette responsabilité aux Nations Unies qui elles-mêmes n'étaient pas capables de répondre à cette question. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina ou le Niger dépendent 25% de leurs ressources propres pour faire face à la lutte contre le terrorisme. Parce que, au Mali en particulier, l'exemple que je connais, les changements de pouvoir auxquels on a assisté, c'est surtout l'exaspération, la frustration de la population face à l'incapacité des pouvoirs politiques à répondre à cette situation. Donc si la CEDEAO et les autres organisations veulent aider, ils doivent d'abord fixer ce problème. On ne peut pas venir dire aux gens seulement organiser des élections ABCD. Même pour les élections, pour qu'elles soient inclusives, il faut que l'État soit présent sur l'ensemble de son territoire. Donc je pense que ça, il faut vraiment des solutions adaptées à chaque situation. Donc aussi comprendre que la peur ne peut pas constituer une politique. Je sais que dans beaucoup de pays, les gens ont peur qu'il y ait contagion des coups d'État. Est-ce que cette peur a empêché que les choses se passent? Donc au-delà de la peur, moi je crois qu'il faut qu'on soit pragmatique. Comme le cas du Niger, on l'a indiqué. Ce qui s'est passé, il ne faut pas être devant, mais il faut engager les gens, il faut parler avec les gens pour trouver des solutions. Donc je pense qu'il faut vraiment ce pragmatisme-là qui est nécessaire. J'ai déjà parlé de l'absence de solidarité, mais aussi nos organisations doivent fondamentalement changer de logiciel. Il faut comprendre des pays comme le Mali, nous avons souscrit à toutes ces organisations. Nous savons que dans ces organisations, quand il y a coup d'État, il y a changement anticonstitutionnel, les règles s'appliquent. Et les règles qui sont là, c'est la suspension des instances de ces organisations, conférence des chefs d'État, conseil des ministres, etc. Mais ce n'est pas l'ostracisme et l'exclusion. C'est pourquoi l'OME est importante par rapport à ça. Parce que dans certains cas, non seulement les pays sont sanctionnés, mais sont punis. Pas seulement punis, pas seulement les dirigeants, mais on punit toute une population, sans punition collective. Parce qu'on cherche le président, on cherche telle ou telle chose. Est-ce que le peuple nigérien mérite qu'on lui coupe l'électricité, l'eau, la nourriture, les médicaments? Par rapport à ce qu'est-ce qu'elle a à voir dedans? Donc moi je crois que vraiment, et le plus grand problème aussi, c'est que, on va même au-delà de ça, on envisage une intervention militaire. C'est pourquoi le Mali, le Burkina, on a mis le pied tout de suite. Pour dire que si on attaque le Niger, parce que ce n'est pas la démocratie qu'on cherche à promouvoir, on cherche à avancer l'agenda d'une ancienne puissance coloniale qui a perdu pied et qui utilise nos organisations pour revenir. Ce n'est pas acceptable. Et nos organisations ne doivent pas constituer une menace pour nous et nos populations. Quand je vois la CEDEAO, je vois l'Union africaine, je vois la PCAO, ça doit me rassurer. Mais aujourd'hui, ces organisations nous font peur à nos populations, constituent des menaces dans certains cas. Donc ça, c'est extrêmement important qu'il faut qu'elles changent leur logiciel pour sortir du mode punition-sanction, parce que si la sanction marchait, le Burkina a basculé quand le Mali était sous sanction. Le Niger a basculé, donc quelque part on doit s'arrêter comprendre, est-ce que le tout sanction, tout punition, ça marche? Et même la punition aussi a des conséquences durables, parce qu'aujourd'hui, parce qu'on ferme les frontières, on fait tout ce qu'il faut, mais ce ne sont même les fermetures des frontières, nos populations, ça brise l'élan de solidarité de nos pays. Donc il faut vraiment que nous comprenions ça. Deuxièmement, je vais insister sur le fait que quand nous sommes dans des organisations, mais les organisations sont bâties sur des traités, sur des textes auxquels nous avons librement consenti, y compris en abandonnant notre souveraineté.
organisations, à la CEDEAO, à l'UEMOA, les textes ne sont pas respectés. La fermeture des frontières, la mise sous embargo des pays n'est dans aucun texte de la CEDEAO. Je défie qui que ce soit de me sortir dans un texte de la CEDEAO où on a prévu la fermeture de frontières, de me sortir un texte du traité de l'UEMOA où on a prévu d'exclure un pays pour des considérations politiques, de me sortir le truc de le statut 4 de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest interdit à la banque de recevoir des ordres de pouvoir politique pour pouvoir agir. Pourtant, on ferme nos banques centrales. Donc, comment vous pouvez exiger l'état de droit au sein des pays et ne pas appliquer l'état de droit dans les organisations? Je crois que ça décrédibilise les organisations. Je vois que Cherki commence à bouger, peut-être que je dépasse mon temps. Donc, on est dans un paradoxe à ce niveau. Et l'autre question, je ne pourrais pas finir sans mettre l'accent aussi sur l'instrumentalisation de nos organisations. Je pense que j'ai parlé de ça plusieurs fois. On se comprend très bien. Ce n'est pas normal que les gens viennent parce qu'ils financent nos organisations pour pouvoir dicter leur agenda et utiliser notre organisation par rapport à leurs propres objectifs. J'ai expliqué à certains qu'au sommet de l'Union africaine, l'Union européenne par exemple, on ne nous voit pas. Mais pourquoi d'autres veulent venir dans nos débats? On peut avoir un partenariat, mais dans le cadre de... Donc, nos organisations sont instrumentalisées. Cette instrumentalisation conduit à la politique de 2 poids 2 mesures parce qu'on ne définit plus les choses en fonction de nos propres paramètres, mais parce que, bon, les autorités françaises sont contre le Mali. Il faut les suivre parce que, bon, tel pays a une attitude bienséante. Donc, je crois que ça pose un problème de crédibilité de nos organisations. Le G5 Sahel, c'est la même chose. Notre frère est là, Maman Sidikou, il était secrétaire exécutif du G5 Sahel. Le Mali est un pays fondateur du G5 Sahel. La France, qui n'est pas membre du G5 Sahel, dicte sa loi. Moi, je paye ma contribution. Un autre pays vient dire que le Mali ne peut pas assumer la présidence du G5 Sahel. Comme le disent nos amis ivoiriens, on est où là? Donc ça, ce sont des problèmes. Ce n'est pas qu'on imagine, mais c'est réel. Donc ceci nous amène à nous interroger sur la crédibilité. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, j'ai entendu beaucoup de gens, nos populations se posent la question comment ces organisations sont perçues. Moi, je suis certain que ces puissances qui jouent ce jeu, leur objectif même, c'est de décrédibiliser nos organisations. Quand ils disent, ouais, on est derrière la CEDEAO, et vous prenez le microscope pour prédire, on a vu des ministres français, ou même le chef de l'État, prédire les conclusions des sommets de la CEDEAO sans qu'aucun responsable de l'organisation les rappelle à l'ordre. Donc, je pense que c'est ça. Bon, donc, je pense que par rapport à tout ça, qui aura définitivement un impact sur l'intégration, la solidarité africaine si on ne prend pas des mesures. Pour des pays comme le Mali, on aurait pu continuer à protester, à agir, à faire des communiqués. Mais nous avons dit aussi que quelque part, il faut que nous apportons une alternative, une réponse géostratégique. C'est pourquoi on a décidé de mettre en place l'Alliance des États du Sahel, pour plusieurs raisons, parce qu'on ne veut pas une organisation qui soit téléguidée de l'extérieur. C'est que nous avons décidé que nous finançons cette organisation. Si vous voyez la charte, elle n'a pas prévu que nous recevons de l'argent de qui que ce soit. Pour être très clair. Donc, s'il y a des réponses sécuritaires, ça doit être des réponses sécuritaires à la hauteur de nos moyens. Et les moyens, nous en avons. Nous ne sommes pas aussi pauvres que ça, parce que c'est la géopolitique qui crée cette pauvreté et l'entretien. Donc, nous voulons aussi proposer une nouvelle approche de la solidarité et de l'intégration régionale. Chaque pays a une voix, pratiquement un droit de veto par rapport à tout ce qui se décide. Nous voulons aussi travailler pas seulement sur les questions sécuritaires à travers cette alliance militaire, mais aussi travailler sur les questions de développement, y compris les questions monétaires qui sont tabous aujourd'hui. Nous allons toucher à toutes les questions, comment notre organisation peut répondre aux attentes des populations du Luxembourg. Ce qui est important aussi dans cette organisation, c'est qu'il y a une volonté populaire. Les populations, il y a une symbiose entre nos populations qui soutiennent cette initiative. Donc ça me semble être important. Donc en conclusion, et pour terminer, je pense que pour que nos organisations soient crédibles, il faut qu'elles soient elles-mêmes capables d'apporter les changements qui sont attendus par les populations.